Nous allons étudier le cas d'un patient atteint d'ophtalmoplégie. Nous décrirons d'abord les symptômes dont le patient se plaint et les signes qu'il présente à l'anamnèse. Nous en déduirons dans un second temps les structures impliquées. Une fois les structures en cause identifiées, nous déterminerons le lieu de l'atteinte. Puis nous résumerons les événements à l'aide d'un schéma explicatif. Enfin, nous allons nous intéresser aux solutions possibles pour le soin du patient. Le patient présente une paralysie oculomotrice, c'est-à-dire la limitation partielle ou complète des mouvements de l'œil. On observe de plus un ptosis, l'abaissement involontaire du nœud des deux paupières. Dans ce cas, une seule est abaissée. La paralysie entraîne un strabisme, car tous les muscles ne sont pas forcément atteints, et les muscles simples, par leur tonus basal, entraînent l'œil dans leur direction. Ceci entraîne une diplopie. En effet, le but de l'oculomotricité est la projection de l'image sur les régions homologues de la rétine. Si ce but n'est pas atteint, le patient verra double ou flou. Le patient peut compenser l'oculomotricité déficiente d'un de ses yeux en penchant la tête. La mydriase aréflexique est quant à elle l'absence de constriction de l'iris lors d'un stimulus lumineux. La paralysie oculomotrice est la conséquence de l'inactivité des muscles extrinsèques de l'œil, et plus spécifiquement du droit supérieur, droit inférieur, droit médial, du trochléaire inférieur et du releveur de la paupière dans ce cas-ci. Ces muscles-là sont tous sous la dépendance de le nerf 3 oculomoteur. De plus, l'absence d'activité du muscle constricteur de la pupille est aussi à attribuer au nerf 3. En effet, ce dernier contient un contingent de fibres parasympathiques qui cheminent avec lui jusqu'au ganglion ciliaire avant de donner leur innervation. En conclusion, je dirais que l'anamnèse nous a permis de nous guider vers l'atteinte du nerf 3. Après avoir identifié le nerf 3 comme étant la structure en cause, nous allons maintenant chercher à savoir où se situe son atteinte. Le nerf 3 émerge de la face ventrale du mésencéphale. Il quitte le tronc cérébral au niveau de la fosse interpédonculaire. Il passe entre la tente du cervelet et l'artère cérébrale postérieure, puis entre l'artère cérébrale postérieure et l'artère cérébelleuse supérieure. Ensuite, il suit l'artère communicante postérieure jusqu'à son origine carotidienne. Il arrive au niveau de la paroi latérale du sinus caverneux, puis passe la fissure orbitaire supérieure au niveau de l'anodosine pour se diviser et donner ses différentes efférences. Si l'on écarte la probabilité d'une tumeur, alors il est probable que l'on soit face à un cas de compression du nerf 3 par un anévrisme de l'artère communicante postérieure. En effet, cette dernière est une structure vasculaire qui se situe à un carrefour. Elle est donc soumise à des contraintes importantes. Un angioscanner permettra la confirmation de cette hypothèse. Ce schéma nous permet de replacer les éléments suivants dans leur temporalité. Il y a d'abord un contexte qui favorise plus ou moins l'apparition de l'anévrisme. L'hypertension artérielle, le tabagisme et l'hypercholestérolémie sont des facteurs favorisants, mais il y en a d'autres. La perte de l'intégrité de la paroi du vaisseau débouche sur la mise en place de l'anévrisme. Cette structure comprime le nerf 3. En effet, le trajet de celui-ci longe l'artère cérébrale communicante postérieure. La compression du nerf perturbe la conduction des potentiels d'action nécessaires au contrôle de l'oculométricité extrinsèque, provoquant la paralysie de l'œil, le strabisme et la diplopie, et de l'oculométricité intrinsèque, ce qui provoque le ptosis, la mydriase aréflexique. Maintenant que l'on sait où se situe le problème, il reste à envisager les solutions. La technologie actuelle du coil nous permet de remonter jusqu'à l'anévrisme de l'artère communicante postérieure et de déverser une bobine de fil de platine au niveau de l'anévrisme. Cette dernière va empêcher le sang d'atteindre l'anévrisme et d'exercer sa pression sur les parois de ce dernier. Le platine étant un métal inerte, aucune complication allergique n'est à suspecter.